Soyez bienvenus, nouveau numéro d'International avec un invité dont les analyses, dont la voix, dans les commentaires sont, comme on dit, recherchées ou autorisées. Hubert Védrine, merci d'être avec nous. On pourrait vous présenter en quelques mots, on va le faire à travers des images, en rappelant que vous avez été, aux côtés de François Mitterrand, 15 ans, au cœur du pouvoir. Vous avez été 5 ans ministre des Affaires étrangères. Vous avez commenté largement depuis l'actualité. Vous avez été un acteur clé de changements importants. Nous allons vous poser beaucoup de questions avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale à mes côtés et Christophe Hayat du Monde. Beaucoup de questions sur l'international, sur l'état de la France, sur les réformes à accomplir. Avant cela, si vous le voulez bien, avec quelques images, rappels et portraits. François Mitterrand repère très vite ce jeune énarque. Dès 1981, à l'âge de 34 ans, Hubert Védrine devient l'un de ses proches conseillers diplomatiques à l'Élysée. Il y restera 14 ans, porte-parole et ensuite secrétaire général de la présidence. En 1997, Lionel Jospin et le président Chirac le choisissent comme ministre des Affaires étrangères. Aux premières loges de la diplomatie internationale, Hubert Védrine doit faire face à des crises majeures. La plus grave, ce fameux 11 septembre 2001. La France participe à la coalition internationale contre les talibans et apporte son soutien actif au nouveau gouvernement de Hamid Karzai. Cette connaissance du terrain et des acteurs au plus haut niveau, il ne cessera de la partager dans de multiples rapports officiels, notamment sur la mondialisation et récemment sur l'OTAN, commandée par François Hollande. Des réflexions qui lui inspirent aussi une série de livres politiques. Le monde n'est pas du tout devenu ce que les Occidentaux avaient cru quand l'Union soviétique s'est désintégrée. Vous savez, la fin de l'histoire, les Occidentaux sont sur l'Olympe, ils gouvernent tout. On est sorti de l'époque où George W. Bush ramenait tous les problèmes du monde à la simple lutte contre le terrorisme, qui est évidemment vitale, mais il y a 1000 autres problèmes énormes qui transforment tout. Et ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance et de l'influence dans le monde, qu'ils doivent partager maintenant avec de très nombreux pays émergents. Des pays émergents, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, mais des dizaines d'autres. Il y en a 50-60 des pays émergents qui ont 8% de croissance par an. Dans son dernier livre, La France au défi, Hubert Védrine ausculte l'état actuel de l'Hexagone. Avec cette vision décalée qu'ont ceux qui regardent leur pays avec les yeux d'ailleurs, de Washington à Moscou, en passant par Téhéran et Bamako. Je le disais, Hubert Védrine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Beaucoup de questions sur l'actualité internationale, sur l'état de la France également dans un contexte d'élection. On vous entendait il y a quelques années. Est-ce que le monde est de plus en plus compliqué, de plus en plus dangereux et de moins en moins prévisible ? Je ne pense pas qu'il soit de plus en plus dangereux. En revanche, je pense que le décalage entre ce que nous avons cru, vous citiez d'ailleurs une déclaration d'il y a quelques années, mais c'est la même chose. La vraie césure, c'est la fin de la guerre froide, donc l'effondrement de l'Union soviétique, non pas la chute du mur qui est une date émotionnelle, mais la vraie date historique, c'est la fin de l'URSS en décembre 1991. Depuis lors, on est à peu près dans le même monde, c'est-à-dire un monde que nous avions cru complètement contrôlé. Les Américains, à travers la puissance américaine, nouvel ordre international sous la conduite éclairée des États-Unis, que les Européens pensaient influencer à travers l'idée sympathique de la communauté internationale. Bon. Terme que vous récusez d'ailleurs. Je pense qu'il est prématuré. Il est très, très souhaitable comme objectif, mais il est prématuré comme analyse de la réalité. Donc c'est plutôt les idées que nous sommes faits collectivement, les Occidentaux, qui sont de plus en plus clairement contredites par les faits. Une fois qu'on a dit ça, je pense que le monde soit beaucoup plus dangereux. Les comparaisons 1914-2014 étaient idiotes parce qu'il n'y a pas de mécanisme de solidarité automatique qui puisse conduire à des engagements massifs. C'est pas le cas. Il y a évidemment des phénomènes très très compliqués comme l'immense guerre mondiale au sein de l'islam, vous voyez, entre les uns et les autres. Mais le monde n'est pas globalement plus complet, simplement il n'est pas prévisible, il est chaotique, donc il est anxiogène. En plus, on est informé de tout en même temps sans pouvoir grand-chose. Mais c'est pas pire qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, vous voyez. Il faut qu'on s'habitue à cette situation. Alors, dans l'actualité, beaucoup de thèmes internationaux, comme on dit. Tout d'abord, Sophie Malibaud, retour à l'actualité avec le Mali. Oui, le Mali, avec cet attentat en plein cœur dans la capitale, à Bamako. Pour vous, c'est le symptôme de quoi, cette action ? Est-ce que c'est une dégradation de la situation ? Qu'est-ce que cela dit aussi de l'engagement de la France, qui était très impliquée, qui est un peu en retrait sur ce terrain? J'ai aucune information particulière sur cet attentat. Bon, enfin, c'est évidemment des gens qui veulent pouvoir démontrer qu'il y a encore de l'insécurité même à Bamako. Bon, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale vous dans l'islam. Vous parlez de guerre mondiale, vous-même? Dans l'islam. C'est pas une guerre mondiale entre eux et les autres. Mais au sein de l'islam,
disons, il y a un affrontement mondial, pour ne pas utiliser des formules grandiloquentes, il y a un affrontement dans le monde entier, il y a 1,5 milliard à 600 millions de musulmans, et absolument partout, d'abord, il y a l'affrontement classique sunnite-chiite qui s'est réveillé maintenant. Ça ressemble un peu aux guerres de religion entre protestants et catholiques il y a quelques siècles en Europe. À part ça, il y a quand même une très grosse minorité fondamentaliste qui veut réimposer sa conception de l'islam et de la vie quotidienne et de la charia comme s'ils étaient en Arabie au 7e siècle. Bon, mais ça, c'est des religieux, c'est des théologiens. Et au sein de ça, il y a une micro-minorité, mais encore assez nombreuse pour faire du mal partout, qui veut le faire par la force, en tuant, en assassinant, en décapitant. Leur cible numéro 1, ce sont les musulmans. Est-ce que la France avait crié victoire trop tôt au Mali ? Non, c'est très bien ce qui a été fait par la France à la demande des Maliens, des musulmans, des Africains, de l'ONU, Chinois, Russes compris. Et c'est très bien. Simplement, la consolidation est une œuvre de longue haleine et il faudrait que, au sein de ce monde musulman africain, musulman arabe, il y ait de grosses évolutions qui aient été faites et qui ne dépendent pas que de nous par rapport à ça. Mais c'est pour très longtemps, cette affaire. C'est pour très longtemps. Et nous, en Europe, on est un terrain de lutte périphérique, meurtri, endeuillé, inquiet, mais périphérique. Non, le cœur de la lutte n'a pas lieu là. Il a lieu dans les pays arabes ou africains ou asiatiques. Monsieur Védrine, est-ce que dans cet affrontement que vous décrivez au sein de l'islam, il faut que l'Occident intervienne ou au contraire, il vaut mieux qu'il se tienne le plus éloigné possible ? C'est une bonne question. Si on faisait du réalisme pur, mais qui est devenu absolument impraticable dans les démocraties modernes qui mélangent les diplomaties d'opinion et les diplomaties d'intérêt, etc., mais le réalisme pur, disons kissingerien, consisterait peut-être à dire on ne s'en occupe pas quand nos intérêts vitaux ne sont pas directement concernés, et après tout, le fait de savoir qui gouverne tel ou tel pays et quelle religion ils suivent, ça ne nous regarde pas. C'est quasiment impraticable, même pour des gens purement réalistes, parce qu'il y a une question de sécurité quand même. Question de sécurité. Donc on ne pourrait le faire, à regret, parce qu'on voudrait bien que nos valeurs soient respectées partout, que si ça ne nous concernait pas du tout. Mais comme dans la plupart des cas, si on prend l'Irak-Syrie, la zone Daesh d'aujourd'hui, si on prend le Sinaï, si on prend la Libye, si on prend le nord-est du Nigeria, on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas du tout. Puis d'autre part, il y a partout des pays qui disent « vous ne pouvez pas nous laisser tomber, aidez-nous ». Et il y a des cas où au Conseil de sécurité, même la Russie et la Chine peuvent accepter qu'une action soit menée. C'était le cas de la Libye au début, c'était le cas du Mali, c'est le cas de la RCA. Donc on ne peut pas complètement dire on s'en fiche. Et justement, mais que faire, le fait que la France soit un petit peu en tête de pont dans ces pays-là, notamment le Mali, la RCA que vous venez de citer, pas beaucoup d'Européens derrière, aux côtés de la France. Ça, c'est un autre débat. On n'est pas en tête de pont. On ne l'a jamais été en Afghanistan, même si on a participé beaucoup, courageusement. On n'est pas en tête de pont en Irak, on n'est pas du tout en Syrie. Mais dans la bande sahélo-saharienne, on l'est, avec le dispositif Barkhane dans 5 pays. À la demande des pays concernés. C'est jamais une impulsion française. C'est pas parce que la France est agitée, que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, c'est à la demande des pays concernés. Même en Libye, c'était une demande de la Ligue arabe au début. Au Mali, c'est encore plus clair que ce soit une demande des uns et des autres. Alors on y va parce que quand il y a un vrai risque, le nord-est du Mali qui passe vraiment complètement sous contrôle terroriste, avec un risque sur Bamako, que l'Union africaine, les Arabes, les pays voisins demandent quelqu'un, il faut que quelque chose ait lieu, on demande à la communauté internationale. Elle n'existe pas encore, donc elle ne répond pas au téléphone. Donc regarde, qui est capable dans le monde d'aujourd'hui ? Il y a la France qui est là, qui a gardé une capacité militaire absolument remarquable, des armées absolument remarquables, projetables, compétentes, dit allez-y la France. Alors la France dit oui, mais enfin l'Union africaine, ça fait des années que vous parlez d'une force d'action rapide, où est-ce qu'elle est ? Ouais, elle n'est pas encore prête, on va essayer. Dans l'urgence, un progrès du côté des Africains. Dans l'urgence, c'est le seul pompier disponible. C'est très courageux et honorable. Dans l'urgence, ça ne peut pas être solution durable. Est-ce que vous avez l'impression que les Africains commencent tout de même à s'organiser sur le point des forces de sécurité ? On le voit notamment aussi vis-à-vis de Boko Haram. Il le dit, je crois que c'est ce que pense Jean-Yves Le Drian, notamment à propos de la question nigériane, une application plus grande, c'est à souhaiter en tout cas. Quant aux Européens, ils ont quand même une attitude hypocrite, parce qu'ils sont bien contents que la France soit là pour faire le pompier de service. Ils ne participent pas à l'effort militaire. Ils font quasiment rien de rien, presque rien, en fait, avions, sous des tas de prétextes variés, honorables. Enfin bon, ça rend tout ça impuissant. Et moi je trouve que ceux qui disent que dans le calcul sur le déficit français qu'il faut corriger, les autres Européens pourraient dire on tient compte du fait que la France joue un rôle assez particulier dans ce domaine. Ça ne me choque pas, cette demande-là. Donc, vous savez, les Européens, ils veulent se mêler du moins de choses possible. En Libye, il
il y a eu une opération qui avait été remarquablement courte et qui avait été couronnée de succès, et puis on s'aperçoit que 3 ans plus tard, plus rien ne marche, voire c'est un vrai danger maintenant. Pour l'Europe, puisque la Libye, c'est quelques dizaines, centaines de kilomètres de Méditerranée entre l'Europe et la Libye. Est-ce qu'il faut y retourner ? Le président Sisi dit il faut que les Occidentaux m'aident, moi je veux y aller. Vous voulez dire militairement ? Oui. Ouais. C'est presque impossible. Peut-être en soutien, mais c'est impossible sous cette forme. Les Algériens sont extrêmement inquiets, tout en étant très réticents, d'après ce que je sais, à une opération militaire proprement dit, qui fait que les terroristes s'égayeraient partout, y compris chez eux. Les Égyptiens voudraient vraiment intervenir. Ils ont d'ailleurs l'influence déterminante sur la zone est de la Libye, et c'est eux qui soutiennent le général Haftar. Ils sont demandeurs, mais de quoi je ne sais pas. Il y a un processus politico-diplomatique des Nations Unies avec un envoyé spécial espagnol, et les négociateurs se rencontraient au Maroc il y a quelques jours, vous voyez. Bon, tout ça n'est pas encore emboîté. Il n'y a pas un déclencheur précis pour vraiment imposer une solution à l'affaire libyenne. Et Daesh est de plus en plus présent et influent en Libye. Pas dans le sud, même au nord. On a vu la mise en scène répugnante de la décapitation des Coptes, par exemple. Bon, donc il y a quelque chose à faire. On ne peut pas ne rien faire. Ça, c'est clair. Je pense que Le Drian avait raison de tirer l'attention là-dessus. On ne peut pas ne rien faire, parce que ça va se développer. Et puis en plus, c'est Daesh qui contrôle la zone d'émigration vers l'Italie, en plus. Donc il me semble que l'Italie, qui a déjà lancé 2 ou 3 signaux d'alarme, même si M. Renzi a freiné après, va redire aux autres Européens qu'il faut faire quelque chose. Donc il faudra trouver une sorte de combinaison politico-diplomatico, peut-être militaire, je pense à l'Égypte, dans lequel les pays européens seraient en soutien, mais je ne les vois pas en première ligne. Si on reste dans cette région, il y a peut-être ce qui symbolise le plus cette déstabilisation d'un État par rapport au terrorisme. Il s'agit de la Syrie avec Daesh. Est-ce que, pour vous, la question qui est parfois posée, de savoir s'il y a un moindre mal entre Bachar et Daesh, est-ce que cette question a un sens ? On ne pouvait pas empêcher qu'elle soit posée, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle surgit parce qu'il y a quand même le sentiment que... Donc qu'est-ce qu'il faut parler à Bachar ? Que ça ne marche pas, quoi. Mais parler à Bachar, c'est peut-être mal poser la question, et puis c'est facilement récusable, présenté comme ça. Mais ce qu'on est obligé de constater, c'est que l'idée que Bachar el-Assad allait tomber facilement, et que donc la France avait intérêt à se mettre dans le sens de l'histoire, après n'avoir joué que peu de rôle dans l'affaire de Ben Ali et de Moubarak. Aucun autre n'a joué de rôle non plus, mais bon, c'est comme ça que c'était interprété. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur, une faiblesse d'analyse au début, puisqu'au fond, énormément de groupes, dès l'origine, avant même qu'il y ait la guerre civile atroce et les 200 000 morts, notamment chez les chrétiens libanais ou syro-libanais, on entendait c'est un régime cruel et répressif, mais ce qui en après sera encore pire. Et ces groupes n'ont jamais cru, malheureusement, à la capacité des combattants démocrates de s'organiser pour remplacer ce régime-là. D'autre part, il y avait les questions des intérêts vitaux de la Russie qui n'ont pas été prises en considération, alors même qu'on n'était pas encore dans la passe ukrainienne. Donc il y a un certain nombre de gens qui pensent qui n'ont pas de sympathie pour Assad du tout. Je mets de côté ceux qui sont très 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 peu nombreux, qui disent carrément qu'il faudrait s'allier avec lui, mais ça ne représente rien, ça. Un certain nombre de gens qui disent on s'est peut-être trompé au début, puis de toute façon, même si on ne s'était pas trompé, on est obligé de reconnaître qu'il n'est pas tombé. Quand Kerry dit par exemple... Il n'est pas tombé, Kerry, il est toujours là. Le secrétaire d'État américain dit, en gros, je résume, il faut peut-être une pression militaire maintenant pour le faire tomber. C'est l'issue, faire tomber Bachar el-Assad pour pouvoir travailler avec un certain nombre de... C'est la ligne des Occidentaux depuis le début. Donc je ne sais pas si John Kerry peut dire ça avec des arguments supplémentaires. Est-ce qu'ils vont arriver à former, à armer, à soutenir des forces combattantes valables, capables d'être assez fortes pour investir, sans que les armes qu'on leur donne à eux aboutissent du côté islamiste? Je ne sais pas ce qui fait que John Kerry dit ça maintenant. Peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas tous les éléments. Mais en tout cas, on ne peut pas éviter qu'une partie de l'opinion se dise bon, on voulait faire tomber Assad, on n'y arrive pas. Bon, c'est peut-être dommage. Et par ailleurs, est-ce que la lutte contre l'État islamiste n'est pas la priorité? Si c'est la priorité, il faut être logique. On est obligé de faire une coalition, pas pour l'endiguer, ça c'est à peu près fait, grâce aux combattants kurdes, grâce aux milices chiites, grâce aux forces spéciales, aux drones. Mais si on veut l'éradiquer, comme avait dit Obama il y a quelques mois, c'est beaucoup plus compliqué. L'éradiquer, ça veut dire une solution durable, crédible, gérable en Irak. On ne peut pas le faire sans un accord avec l'Iran. Et une solution politique durable en Syrie. Et là, on tombe sur la contradiction. Si on lutte en même temps contre les deux, parce qu'on dit que c'est les deux faces d'une même médaille, etc.,
finalement... Les parlementaires qui vont le voir, vous en pensez quoi d'un mot, les parlementaires français? Je pense que ça ne sert à rien, parce qu'on n'a pas besoin qu'ils y aillent pour savoir ce que pense Assad, qui s'exprime dans beaucoup d'interviews. Mais la réaction m'avait paru un petit peu exagérée par rapport à ça. C'est pas... Sophie Malibaud. La question se pose quand même, non pas est-ce qu'il faut être pour Assad, mais est-ce qu'il ne faut pas se résigner, la mort dans l'âme, à un moment donné, à ce que la chute d'Assad ne soit pas la priorité. Que la priorité numéro 1, c'est l'éradication de l'État islamique. Après, on verra. Mais je respecte ceux qui disent que pour des raisons morales ou éthiques ou autres, on ne peut pas aller jusque-là, c'est intolérable. Il n'empêche que la question se pose. Les milices chiites soutenues par l'Iran, vous faisiez référence, elles sont à l'œuvre aussi bien du côté syrien que du côté irakien. Et les Américains s'en inquiètent. Ils ont raison de s'en inquiéter ? Il y a beaucoup d'incohérences dans tout ça. Il n'y a aucun pays occidental qui ait une politique cohérente au Moyen-Orient sur l'ensemble des sujets. Il y a trop de contradictions. Les Américains ne peuvent pas s'étonner du fait qu'après avoir renversé Saddam Hussein et rejeté dans l'opposition l'ensemble de l'administration ou de l'armée sunnite, les chiites soient les plus forts. Ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux. Et en plus, même en termes de principe démocratique, ce n'est pas anormal que les chiites gouvernent l'Irak. Ils sont les plus nombreux. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'armée, qui avait été remontée à grands frais par les Américains et qui s'est complètement décomposée dès les premières attaques de Daesh, a laissé la place à des milices chiites. C'est tout sauf une surprise quand même. C'est vraiment découvrir le vélo. Hein. Donc c'est pas forcément réjouissant. Ça oblige à avoir un accord avec l'Iran. D'abord, il y a la question du nucléaire qui est importante. Même un accord politique. Quelle est la connexion entre ce qui se négocie en ce moment sur le terrain nucléaire? Je ne sais pas où en est la négociation. Moi, je comprends assez la politique d'Obama. Obama dit, il constate que les sanctions n'ont conduit à rien. Elles ont renforcé le régime. En tout cas, elles ne l'ont pas fait tomber. C'est le même raisonnement que sur Cuba. Obama dit, il n'y a pas de solution militaire. Il ne se voit pas engagé. Même George W. Bush, de tous les présidents américains, le plus aligné sur la droite israélienne qu'on ait jamais vu. Même lui n'a pas engagé les États-Unis dans une guerre préventive contre l'Iran. Donc Obama dit, je ne vais pas le faire. Donc je cherche quelque chose de plus intelligent. Je cherche un bon accord et pas un mauvais. Et donc je veux un accord qui fait que les Iraniens ont l'énergie nucléaire civile, mais n'ont pas accès à la bombe, et on les réinsère dans le jeu international en levant les sanctions petit à petit. Mais le Congrès des États-Unis veut absolument, le Congrès républicain veut absolument empêcher ça. D'abord parce qu'ils sont sur la même ligne que M. Netanyahou, et deuxièmement parce qu'ils veulent qu'Obama n'ait aucun succès par rapport à ça. Est-ce que dans ce sens-là, Laurent Fabius et François Hollande ne sont pas allés trop loin dans le rejet, enfin dans les préventions envers un accord? Je pense que Laurent Fabius avait de bons arguments la première fois quand il a dit l'accord qu'on nous présente à Genève, pas sûr. Maintenant, je ne sais pas, parce que personne ne connaît le contenu final de ce sur quoi peut-être les Américains et les Iraniens se seront mis d'accord, parce que ce n'est pas encore maintenant. Donc on verra ça dans 15 jours, dans 3 semaines, ceci, cela. Mais je dirais quand même que... donc Obama, il dit, je ne veux pas un mauvais accord, je veux un bon accord. Netanyahou dit, il n'y a pas de bon accord possible. Tout accord est mauvais. C'est ce qu'il a été dit. On est à la barre d'Obama en allant au Congrès américain. En allant au Congrès. Il y a un élément qu'il faut ajouter, c'est qu'il me semble que l'équipe Obama joue la dynamique, en quelque sorte. Ils disent, on veut un bon accord, on ne veut pas que ça facilite l'accès à l'arme nucléaire, mais on veut que ça facilite le retour de l'Iran dans le jeu international. Donc s'appuyer en Iran sur les forces qui veulent ça, contre celles qui veulent le torpiller. Parce que ceux qui veulent le torpiller, l'accord, il n'y a pas qu'en Israël. Non, il y a aussi l'Arabie Saoudite, il y a aussi tous les pays du Golfe. Il y a la trouille du retour de l'Iran, qui se produira un jour ou l'autre. Il y a le Congrès, il y a différents endroits. Bon. Donc Obama, il veut jouer la dynamique. Et si je comprends bien, il pense que le jour où il y a un accord en Iran, si l'ayatollah Khamenei a accepté finalement la démarche de Rouhani, il y a une dynamique qui va tout changer et qui finalement va obliger le régime à se métamorphoser. Et d'une certaine façon, les durs du régime qui ne veulent pas d'accord auraient raison de leur point de vue. Alors, Hubert Védrine, je vais vous interrompre. Il y a une idée de dynamique, jouer la carte de l'avenir et pas simplement d'une guerre de position. Je vous interromps. Je comprends assez ça, j'en connais qu'un risque, mais je comprends assez ça. Je vous interromps, disais-je un instant, nous allons sur les antennes de RFI et de TV5 Monde faire un point d'actualité. On se retrouve dans 2 minutes exactement.
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et l'invité d'International. Aujourd'hui, nous parlions de l'Iran, d'un accord possible avec notamment Obama. Est-ce que aujourd'hui, avec des élections qui arrivent en Israël, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle donne? Vous y croyez, vous, à un changement de politique d'Israël, au fait que ce ne soit pas forcément Netanyahou qui, en quelque sorte, donne le là, on a presque l'impression, à la politique étrangère américaine? Il peut y avoir un changement, une nouvelle donne? Alors, sur l'Iran, Netanyahou est assez représentatif des inquiétudes israéliennes en général. Le fait qu'il ait été vraiment forcé la main d'Obama d'une façon choquante au Congrès. Il y a eu d'autres affrontements dans le passé entre Netanyahou et Clinton, par exemple, qui avaient des mots très durs contre Netanyahou, par exemple. Enfin, c'était quand même très provoquant. Il n'est pas exclu que ce soit bien pris comme étant un acte viril efficace par une partie de l'électorat israélien. Donc il n'est pas exclu ça contribue à le faire gagner dans les élections du 17 mars. Toujours compliqué leur système de représentation proportionnelle. Il y a 120 sièges à la Knesset. Les deux blocs sont crédités de 22-23 voix chacun. Donc il faut des partenaires en plus pour faire la coalition. Sur la question palestinienne, Netanyahou est assez controversé, parce que le Likoud fait tout pour qu'il n'y ait jamais d'État palestinien et tous les prétextes sont bons jusqu'à la fin des temps pour l'empêcher. Donc là, il y a quand même un camp de la paix qui n'est pas organisé en partie, mais qui est puissant en Israël dans l'opinion, qui est potentiellement disponible s'il y avait un président américain décidé, s'il y avait un nouveau rabbin, etc. Mais tout ça n'est pas tellement d'actualité, donc on risque de se retrouver avec Netanyahou, soit le bloc de centre-gauche, soit même une combinaison entre Netanyahou, une grande coalition, et une partie de ce bloc. Sur l'Iran, je crois que ça ne change pas tellement la position israélienne, mais la question est-ce que la puissance d'Israël aux États-Unis est suffisante pour bloquer la politique américaine en s'appuyant sur le Parti républicain? Donc c'est une sorte de droit de veto. Le droit de veto de la droite israélienne sur la politique étrangère américaine, c'est pas exclu, même si ça met en fureur au fond de même beaucoup de responsables américains qui finiront par dire un jour on assure la sécurité d'Israël, mais il faut qu'ils nous empêchent de régler les problèmes. Il faut qu'ils arrêtent de nous empêcher de régler les problèmes. Peut-être que ça surgira un jour. Si Netanyahou est réélu et que c'est une coalition hostile, ça signe quasiment la fin du projet d'État palestinien. Donc les Israéliens... Car la colonisation se poursuit. De toute façon, elle se poursuit intensément, sans arrêt, mais ça serait la fin de cette idée qui aurait peut-être réalisée par Yitzhak Rabin, qui était le grand homme d'Israël des 30 dernières années, peut-être par Sharon, s'il n'avait pas été frappé par une AVC. Mais s'il n'y a plus de perspective sérieuse d'État palestinien, ça veut dire que les Israéliens sont dans le cauchemar que Rabin voulait éviter, c'est-à-dire d'avoir à gérer un seul État au sein duquel les Palestiniens sont majoritaires. C'est exactement ce que le camp de la paix veut éviter depuis 20 ou 30 ans, en réalité. Bon, ça dépend un peu de la coalition de Netanyahou. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il n'y a pas que l'affaire iranienne. Est-ce qu'ils peuvent empêcher l'accord iranien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. On ne sait pas encore, en réalité. On peut constater que les obstacles sont très nombreux, y compris en Iran. Mais Obama le veut vraiment, cet accord, et les perspectives d'avenir sont énormes. Donc ça reste ouvert. Je vous posais la question, nous vous posions la question il y a un instant avec Christophe Ayat et Sophie Malibaud, de savoir si on parlait notamment à Bachar el-Assad, une question évidemment très différente, de savoir quelle relation on doit avoir avec Poutine. On parle cette fois-ci de la crise en Ukraine, de la situation en Russie, où les droits de l'homme ou le droit de l'opposition semblent assez malmenés. Comment voyez-vous, comment considérez-vous le président Poutine? Un homme fort, un démocrate, un tyran? Faut lui parler, faut le sanctionner. Écoutez, en dépit de l'image qu'a Poutine en Occident, en dépit des événements d'Ukraine, moi je continue à penser qu'il y a eu des torts de part et d'autre dans les 20 années depuis la fin de l'Union soviétique, que je défends absolument pas le nationalisme russe et cette forme de mélange entre une vision régressive de l'orthodoxie, le nationalisme, etc. Bon, et surtout, ils ont joué avec le feu sur beaucoup de plans, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs occidentales, soit américaines, soit européennes. Bon. Quelles sont les erreurs des Occidentaux? Alors, les erreurs, d'abord, il y a une question de ton, et moi je l'ai vécu, c'est une désinvolture totale par rapport à la Russie, considérée comme rien, quoi. Après la fin de l'URSS, à partir de 92, une approche idéologique sur le plan économique consistant à penser qu'il fallait vraiment des réformes extrêmement violentes que voulait l'équipe Yeltsin, d'ailleurs, et qui a abouti au fait que les Russes ont perdu 30 à 40% de pouvoir d'achat. Avec les réformes ultralibérales, Gaïdar et compagnie, mais encouragées par beaucoup de conseillers américains.
c'est pas du tout ce qu'on a fait en Europe après la guerre, où pendant 20 à 30 ans, on a eu une économie qui s'est assez finement gérée. Donc là, c'était extrêmement dur. Après, il y a eu les variations et les malentendus sur l'élargissement de l'OTAN ou pas. Et dans le cas de l'élargissement, est-ce que les troupes elles-mêmes avancent et jusqu'où? Après, il y a eu toutes les évolutions américaines sur l'emplacement des sites antimissiles. Normalement anti-missiles iraniens, tout en disant que jamais on permettrait aux Iraniens de les avoir. Donc les Russes disaient que c'était contre eux et l'Amérique disait que c'était pas contre eux. Donc ça a changé d'un président à l'autre. Ensuite, Obama a tout misé sur Medvedev, en quelque sorte. Et depuis que Poutine est revenu, dans des conditions d'ailleurs controversées, on voit que l'Occident est mal à l'aise et mécontent que ce soit le nouveau Poutine, qui est plus sur la ligne modernisatrice Pierre le Grand qu'il est au début, mais sur une ligne plus anti-occidentale. Et il y avait une espèce d'atmosphère en Occident, genre il faut en découdre avec lui, d'autant qu'il y a plein de griefs sur le plan démocratie, droits de l'homme, et que Poutine, qui est sur une ligne très slave, maintenant accumule les déclarations provocatrices pour dire de toute façon vous êtes l'Occident décadent. Bon. Mais au fond, ces objectifs... Donc ça, il y a quand même... Vous voyez, c'est de part et d'autre. Mais ça ne disculpe en rien, ça ne fait pas disparaître la question d'un nationalisme russe outrancier qui exagère dans l'idée qu'il a pour mission de protéger les minorités russes et qui emploie les procédés qu'on a vus, tout ça. Mais c'est pas noir et blanc, c'est plus compliqué que ça. On ne va pas comparer à l'État islamique et à Daesh. Donc moi, je continue à penser qu'il faut chercher à négocier. Je pense que François Hollande et Mme Merkel ont raison de tenter ce qu'ils tentent. Il aurait fallu le faire plus tôt, mais peut-être que Mme Merkel n'était pas disponible avant. C'est très compliqué, c'est périlleux, il faut être très exigeant, mais je pense qu'il faut tenter ça. Et au bout du compte, il y aura toujours la Russie à côté. Et au bout du compte, on aurait pu avoir pire que Poutine, compte tenu de ce qu'ils ont vécu dans ces années-là. Et à un moment ou à un autre, il faudra rebâtir une relation Occident-Russie. Et la Russie ne sera pas simplement un caniche ou un paillasson. Donc on est obligé de nous interroger nous-mêmes sur ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire être faible dans l'immédiat. Mais... Sophie Malibaud. On part de ce constat. Poutine qui a réagi donc à l'humiliation en quelque sorte. Est-ce qu'il s'adapte en permanence au discours des Européens ou bien est-ce qu'il a un programme à lui? Il n'a pas un programme de reconstitution de l'URSS, il n'est pas idiot, il n'a pas un programme de refaire l'Empire, mais en revanche... Il n'y a pas le programme d'avoir la main mise sur l'Ukraine, par exemple? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est entre les deux, disons. Mais il ne faut pas le voir comme ayant une sorte de plan fou comme ça. Je pense pas. Vous pensez qu'il réagit uniquement en fonction des Européens? Non, c'est encore autre chose. Il est aux aguets et il attend l'erreur en face. Il l'a fait en Géorgie. Il l'a fait en Ukraine. La décision annoncée, pas appliquée, mais complètement absurde, de suppression de l'autorisation de l'usage de la langue russe dans l'est de l'Ukraine était une provocation absolument évidente. Il s'est jeté dessus. C'était évident par rapport à ça, plus l'idée que les Russes se font, que la Crimée est évidemment russe. Bon, il y a plein d'éléments comme ça qui auraient dû être canalisés autrement. Dans l'affaire de l'Ukraine, vous m'interrogez sur les erreurs, en tout cas occasions manquées. Même des gens aussi durs à cuire que Kissinger et Brzezinski disaient depuis des années que l'Ukraine devait être un pont. Il ne fallait pas faire basculer l'Ukraine dans un camp en entier, pas plus dans le camp russe non plus. Mais en tout cas, pas dans l'OTAN, ni dans le système d'en face. Donc il fallait fédéraliser, neutraliser, finlandiser. Même Brzezinski dit ça dans les derniers mois. Donc c'est pas du tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc il y a des erreurs, il y a des occasions manquées. Et alors tout ça a dégénéré dans une sorte de nationalisme russe complètement régressif, plus les provocations, plus les mensonges éhontés, tout ça. Je continue à penser que c'est une impasse préjudiciable à tout le monde sur le continent européen et qu'il faut tenter, même si c'est très dur, d'en sortir. Et avec des sanctions ou pas? Alors ça dépend quand et pour combien de temps. Il y a des sanctions aujourd'hui. Ajouter des sanctions maintenant, ça ne me paraît pas justifié. Je pense qu'il y a une ligne américaine dont il faut se libérer d'une ligne américaine au profit d'une ligne Hollande-Merkel appelée à s'élargir aux Polonais, aux Britanniques, aux Italiens, qui étaient d'ailleurs dans le dernier entretien, une ligne européenne, parce que pour les Américains, ça n'a aucun inconvénient de durcir sans arrêt. Escalade des sanctions, aucun problème pour l'économie américaine. Et donc, il y a une sorte de politique va-et-victis, quoi. Mais ce n'est pas une vision d'avenir, ça. Donc il faut qu'on ait notre propre politique européenne, et qui ne doit pas être une politique faible. Il faut qu'il y ait de la menace, de la fermeté, de la clarté, de la dissuasion, mais aussi de l'ouverture et des projets. Et de la part de l'OTAN, ce sont aussi des erreurs en cascade? L'OTAN, c'est rien. Ça dépend de qui décide dans l'OTAN. C'est américain, ça. C'était des positions américaines successives et parfois différentes. Mais je redis, Kissinger et Brzezinski disaient l'Ukraine ne doit pas être dans l'OTAN. Même Kissinger et Brzezinski
On aurait dû mettre en œuvre ça depuis des années, et en plus aider l'Ukraine à être moins mal gérée. C'était encore plus mal géré que la Russie, l'Ukraine, dans les 20 dernières années. Donc il y a quelque chose à construire. Et si on y arrivait, en plus, la Russie pourrait jouer, à mon avis, un rôle pas inutile dans les affaires du Moyen-Orient, où pour le coup, on ne peut pas le négocier. Je ne peux pas dire sur État islamique ce que je dis sur Poutine. Vous voyez ? Donc c'est pas du même ordre. Alors peut-être avant qu'on ne passe à votre livre, La France au défi, où on découvre des propos économiques. Pardon ? C'est sur toute autre chose. C'est sur toute autre chose, j'entends bien. Mais la transition, avec une question que vous n'allez pas aimer, que vous allez détester, il semble que la politique étrangère actuellement de François Hollande soit plutôt plus populaire que la situation intérieure. Vous portez, vous, un jugement global ? Je sais qu'il est très difficile d'y répondre, et pour cause, sont vos successeurs au Quai d'Orsay. C'est difficile, c'est déplaisant, c'est prétentieux, tout ça. Non, donc c'est moi on vous pose la question. Allons-y. Oui, bon, je pense que François Hollande est quelqu'un qui veut ne pas être prisonnier d'un système idéologique, même en politique étrangère, donc qui ne se rattache pas à une école ou à une autre, et qui cherche à trouver des solutions. Il improvise ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On l'a vu en Europe. Il cherche des solutions, et au bout du compte, l'Europe est quand même obligée de bouger en trouvant une meilleure synthèse entre l'assainissement des finances publiques et la croissance malgré tout. Donc il cherche des solutions. On a vu comment en Afrique, il a répondu aux demandes avec clarté, précision, courage même, efficacité, même si aussi dans le cas du Mali que la RCA, il cherche avec une solution politique. Donc il pense qu'il ne faut pas s'enfermer en fait dans des positions trop nettes, trop abstraites, trouver des solutions. Au risque de perdre en visibilité ? Ou en clarté, oui. Non, parce que tout ça peut s'expliquer très bien. Alors moi, je reconnais que je fais partie de ceux qui sont un peu perplexes sur l'affaire syrienne, entre faire tomber Assad et puis éradiquer l'État islamique. Je reconnais que c'est un peu... Mais c'est pas propre à la France, c'est propre à l'ensemble des Occidentaux. Sur l'Iran, je fais partie de ceux qui comprennent le pari que veut avoir Obama, mais il faut en même temps être très vigilant avec ce régime, je comprends. Et dans l'affaire de Russie, je note que François Hollande, depuis plusieurs mois maintenant, a l'air de considérer qu'on est dans une impasse préjudicielle à tout le monde. Il faut tenter quelque chose. Ça me paraît assez clair, ça me paraît... Et on me dit que c'est tout à fait le cas de Laurent Fabius avec le ministre Lavrov, vous voyez, par rapport à ça. Alors, ce n'est pas forcément un tableau d'ensemble, mais ils essaient de trouver les meilleures solutions possibles. Non, la France a une diplomatie écoutée en Europe, une armée efficace, mais est-ce qu'on peut peser en Europe durablement avec une économie à plat, avec une croissance proche de, on va pas dire 0, mais 1%, avec c'est une vraie question. Sans dynamisme économique. C'est une vraie question. Pendant très longtemps, moi j'ai consacré une partie de ma vie à la politique étrangère, et pendant très longtemps cette question ne se posait pas. On pouvait l'écarter en disant non, la France est là quoi qu'il arrive. Parce que ça marchait bien. Ça marchait quoi qu'il arrive, l'autorité de la France, ce Conseil de sécurité, dissuasion, capacité militaire, inventivité diplomatique, tout ça. On est arrivé à un point quand même, sinon j'aurais pas écrit ce petit essai en sortant momentanément de la géopolitique, où je pense que ça se rejoint. Et on voit de plus en plus, notamment dans le débat européen, mais même un peu ailleurs, que quand la France prétend avoir des solutions sur tout, on entend de plus en plus dire commencez par mettre de l'ordre chez vous. Alors, notamment en Europe, où il y a toujours une espèce de jalousie comme ça. Donc, d'où l'idée que oui, il faudrait que la France fasse enfin les réformes que à peu près tous les pays développés ont fait, qu'ils soient dans l'euro ou pas. Donc, c'est pas lié à l'euro, et ça redonnerait encore plus de force à notre poids international, justement, qui reste plus grand que ce que les gens croient. Mais vous savez que ça commence à peser maintenant. Hubert Védrine, lorsque l'on vous lit, vous dites la France n'a pas fait ses réformes, c'est pour ça qu'elle est bloquée, système autobloquant, etc. Autobloquant, c'est le lien entre politique et médias. Quelle réforme doit-elle faire ? Quelle réforme doit-elle faire, la France ? C'est assez facile, les fameuses réformes. Elle va dans la bonne direction, par exemple, la loi Macron... Bien sûr. Bien sûr, les pseudo-inquiétudes des frondeurs étaient absolument... c'est des postures. Ouais. Quant à la droite, elle était absurde sur ce sujet. Ils auraient dû dire c'est pas grand-chose, mais enfin, ça va dans la bonne direction, donc on va voter pour, sauf si vos propres amis la vident de tout contenu. Bon, tout ça, c'est des simagrés politiciens, c'est quand même lamentable. Bon, donc les réformes, elles sont connues. Ça a été dit par 50 rapports en France, dans toute l'Europe et partout. Il s'agit de sauver l'État-providence, qui est une nécessité absolue. Personne ne veut revenir dans un monde à la Zola. Sauver l'État-providence en rendant le poids des dépenses publiques nécessaires à l'État-providence, sécurité sociale, éducation, etc., supportable par les économies. Si on n'y arrive pas, on est obligé d'appliquer une fiscalité qui est asphyxiante et qui met le moteur économique à l'arrêt. Bon,
Donc il faut faire ça. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, précisément pour sauver ça. Sauver ça. Mais évidemment, il faut un peu de courage. Schröder, qui a fait ça en Allemagne, a dit... Il était battu aux élections. Il l'a fait dans son deuxième mandat. Oui. Il était battu aux élections, de peu. Oui. Et il dit qu'il faut quand même 5-6 ans pour que ça porte ses effets positifs. Donc il faut le dire à l'avance, il faut être un peu franc, quoi. Et puis il faut le faire courageusement et vite, ça peut se faire. C'est ce que fait François Hollande actuellement, dans un début de C'est qu'il commence à faire 2 ou 3 ans après son élection. C'est l'orientation de son discours de janvier 2014, c'est la mission du gouvernement Valls, etc. Mais depuis... Mais je dis ça, j'ai l'air de faire le malin, mais je sais que c'est très, très difficile, naturellement. Parce que tout le monde est accroché à ses avantages acquis, qu'ils soient énormes ou minuscules, et c'est très compliqué. Mais ce qui m'a incité à écrire, c'est que, pour moi, c'est pas simplement une histoire gauche-droite, c'est que c'est une des manifestations du manque de confiance en eux des Français d'aujourd'hui. S'ils avaient plus confiance en eux, s'ils étaient moins pessimistes, s'ils étaient moins chambrés dans une mélancolie complètement injustifiée, ils verraient très bien qu'ils sont capables de faire ces réformes, de les assumer, qu'on se portera mieux après, que c'est préjudiciable pour personne et que ça va nous redonner un élan formidable sur le plan de l'optimisme, sur le plan de la diplomatie, etc. Donc moi, je m'attaque à ça plutôt, cette espèce de pessimisme masochiste qui nous paralyse, en fait. Quand vous écriviez ce livre, c'était avant le passage de la loi Macron, et vous preniez une sorte de coalition pour la réforme. Momentanée, quand vous voyez... oui, c'est ça, oui. Voilà. Oui, je sais qu'on ne peut pas aller jusqu'à l'Union nationale, mais une coalition momentanée. Voilà, cette coalition, ce type de coalition, quand vous voyez la façon dont cette loi est passée, est-ce que vous pensez que c'est encore réalisable ou au contraire, c'est une idée c'est la démonstration des blocages dont j'ai parlé, oui. Oui. Est-ce que c'est une raison pour baisser les bras? Non plus. Donc je dis non, il faut continuer à poser cette question. Mais qui vous voyez dans cette coalition? Non, on va pas. Si on entre dans des questions de nom et de parti, ça. Bon. Non, c'est un raisonnement de fond. Je pense que comme c'est extrêmement difficile pour la droite, même Sarkozy qui voulait rompre avec tout, n'a fait qu'une petite partie des réformes qu'il voulait faire. C'est vrai qu'il y a eu la crise, mais enfin, quand même. La gauche n'a pas été élue pour ça, donc elle est un peu à contre-emploi, et c'est très cruel de lui demander d'avoir à faire ça. Sauf que c'est important pour le pays. Bon. Donc il n'est pas exclu que les idées cheminent et qu'on s'aperçoive que sur les grands sujets, comment on réforme intelligemment le chômage, les retraites, la sécurité sociale, l'éducation, plein de trucs, il n'est pas exclu qu'on voit qu'une partie des oppositions droite-gauche sont factices, qu'il y a d'autres clivages, mais que sur 2 ou 3 points clés, on pourrait les débloquer par un accord momentané. Alors, est-ce qu'il faut faire une grande coalition comme les À Allemands? l'allemande, par exemple. Non, parce qu'il faudrait une histoire différente, mentalité différente, constitution, loi électorale, etc. D'ailleurs, dans la plupart des pays d'Europe, il y a des coalitions. Les pays qui ont fait des grandes réformes que je souhaite et que je cite, comme la Suède, par exemple, ça a été droite-gauche, mais alternativement. Bon. Donc, il faut trouver un cheminement malgré tout. Vous avez refusé de travailler avec Sarkozy, par exemple? Oui, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que je n'étais pas d'accord avec sa ligne de fond, et puis c'était pas dans le cadre d'un accord. Il cherchait des ralliements individuels. Ça n'avait pas de sens, vous voyez. Donc c'est tout à fait autre chose, en fait. Mais il me semble que l'opinion... Alors là, vous avez parlé des blocages, vous avez raison, la façon dont les péripéties sur la loi Macron, mais il me semble que l'opinion est assez disponible pour cette idée. Et grande enquête après grande... Il y a une sorte d'attente de ça. Ça dépend comment c'est formulé. Regardez l'écologisation sur 20 ou 30 ans. Il ne devrait y avoir aucun désaccord. En tout cas, pas droite-gauche. C'est absurde. Une gestion raisonnable, par quota, co-gérée, avec les pays de départ, de l'immigration, tout ça. Il ne devrait pas y avoir de désaccord. Il y a plein de sujets où les désaccords sont artificiels. Donc il faut réussir à casser ça. Début de mandat, crise aiguë, ou courage particulier à un moment donné des protagonistes pour engager sur tel ou tel point, etc. Mais l'opinion, elle est paradoxale parce qu'elle est d'accord avec les réformes, elle est prête à faire des sacrifices, et puis en même temps, on voit aussi qu'elle est tout à fait mûre pour voter Front National. Elle l'a déjà fait aux européennes, elle va probablement le faire aux départementales. Première formation politique, disent les sondages. Non, la première formation, c'est lutter contre ça? Abstentionnistes. Première force, disons. Oui. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le Front National, que c'est une sorte de parti qui rassemble l'ensemble des gens qui sont mécontents de tout. Il y a beaucoup d'anciens électeurs communistes, par exemple. Il y a beaucoup d'anciens abstentionnistes, des gens qui ont voté un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un parti protestataire, ça ressemble plus à la coalition de Grillo, là, en Italie. Et de toute façon, là-dessus, je dois le dire par franchise, moi je n'ai jamais cru, depuis 30 ans, que la condamnation moralisatrice du Front National fonctionnerait. La diabolisation, jamais cru. J'ai toujours pensé que l'analogie avec les années 30, le fascisme était infondé
politiquement, historiquement, sociologiquement, ce n'est pas du tout ça. Et je pensais que la seule bonne réponse, c'était la ringardisation. Genre, vous dites ça parce que vous souffrez, on peut comprendre, mais de toute façon, les solutions sont absurdes, inapplicables, etc. Mais c'était tellement commode pour les élites en général de condamner la bête immonde qui revient que, à mon avis, ça a un peu dispensé de réfléchir à des vraies réponses plus efficaces. Donc ça ne contredit pas forcément le fait qu'il y ait des tas de gars qui votent Front National comme ça dans des moments de fureur, d'excitation, parce qu'ils croient encore dans la politique. Ils croient encore que c'est utile d'exaspérer les élites. Sinon, ils s'abstiendraient. Bon. Donc, ils croient encore dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que ces gens-là soient complètement hostiles à des réformes qui seraient honnêtement présentées, conduites rapidement dans l'intérêt du pays. C'est autre chose. Ça pourrait tout à fait se décomposer, cette coalition, face à des décisions énergiques, rapides, claires. Une autre réalité, pas fatal, on le rappelle depuis le début de cette émission, vous avez été en charge des affaires étrangères, donc de l'Europe. Comment voyez-vous que parmi les pays européens, l'adhésion à l'idée européenne soit en régression, y compris évidemment en France, où le mouvement populiste, le Royaume-Uni va voter. Il y avait un sens de l'histoire là aussi, on a l'impression que cette adhésion fait marche arrière. Enfin, ça a toujours été conduit par des petites élites, l'idée européenne, très bien inspirée, comprise, soutenue, etc. Mais attention à un contresens, si je puis me permettre, linguistique. On a tendance ces dernières années à qualifier d'eurosceptiques les euros hostiles. C'est vrai. À mon avis, ce n'est pas les mêmes et ça n'appelle pas le même traitement. C'est vrai. Les euros hostiles, pour des raisons vraiment idéologiques fortes, Marine Le Pen, elle est euro-hostile, elle n'est pas eurosceptique. Mélenchon, il est euro-hostile. Le mouvement en Grande-Bretagne, il est euro-hostile. Ouais. Le petit parti qui se développe là contre l'euro en Allemagne, il est euro-hostile. Les eurosceptiques, c'est tout le monde. C'est à peu près tout le monde, puisqu'il y a 60% d'abstentionnistes aux élections européennes. Les vrais Européens, très très intégrationnistes, fédéralistes, qu'on peut lire des fois dans les journaux, il y a 1% des gens, quoi, en gros. Donc la majorité est eurosceptique. Moi, je pense que les eurosceptiques, tels que je les définis, ils sont tout à fait récupérables dans ce projet, si on leur montre que le développement de l'idée européenne ne va pas se faire au détriment de ce qu'ils ont gardé comme souveraineté. Et là, la propagande pro-européenne, encore une fois sympathique, bien inspirée, tout ce qu'on veut, mais à mon avis, a fait des dégâts atroces parce qu'elle a consisté à ridiculiser les gens qui étaient attachés à leur patrie, leur identité, leur langue, leur truc, bon, tout ça, en disant mais c'est nul, tout ça c'est terminé, l'État-nation c'est nul, maintenant c'est l'Europe. Les gens se sont crispés là-dessus, ils veulent garder ça. Donc si on reparle avec la sagesse qu'avait Jacques Delors, fédération d'États-nations, dans 50 ans, il y a toujours l'Allemagne. Il y a toujours la France, le Portugal, la Suède, etc. Ça ne sera jamais les États-Unis, puisque les Américains, pour faire les États-Unis, ils ont rassemblé des Américains. Ils n'ont pas eu à réconcilier le vieux peuple du Connecticut avec le vieux peuple du Rhode Island. C'est complètement différent. C'est original, c'est génial ce qui a été fait. Si on parlait autrement, avec des objectifs précis, et Juncker a raison de dire qu'il faut que la Commission se concentre sur l'essentiel. Subsidiarité, Delors le disait aussi, au lieu de se mêler de tout le temps, en exaspérant des tas de braves gens qui deviennent euro-allergiques pour des raisons bêtes. Bon, si on parlait comme ça quelques années, je suis convaincu qu'une grosse majorité des eurosceptiques d'aujourd'hui rejoint l'idée européenne. Oui, parce que ce que vous décrivez en fait dans La France au défi, c'est une Europe qui est dans une impasse par rapport au peuple. Oui, vous dites qu'en fait, voilà, elle ne parle pas au peuple. Redire, là, est-ce que vous pensez qu'entre la commission Juncker et la commission d'avant, il y a un petit progrès? Oui, il y a un changement de ton. Est-ce qu'ils ont compris le message? Il y a un changement de ton. Et dans l'action? On va voir, c'est au début, mais il y a un changement de ton et on va se concentrer sur l'essentiel. Notre vocation n'est pas d'aller réglementer dans le détail de façon folle chaque chose, ce que même Washington ne ferait pas pour un État américain, vous voyez. Donc je trouve que c'est pas mal, mais les esprits ont évolué. Vous savez, des très grands Européens comme Jacques Delors que j'ai cité, mais Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, ils disent aujourd'hui, pour le contrôle démocratique de la zone euro, il faut intégrer les parlements nationaux. Eux qui ont créé l'élection du Parlement européen au suffrage universel, ils ne disent pas qu'il faut passer que par là. Et donc il faut être un peu raisonnable. On voit bien que les peuples sont contents d'être en paix, tout ça dans l'Europe moderne, c'est formidable. Mais ils veulent pas qu'on les dévore, qu'on les cannibalise. Et ils veulent pas qu'on les insulte sur parce qu'ils sont attachés à leur identité propre. Il faut se détendre sur tout ça. Et plus on se détendra et plus on parlera comme ça, moins le Front National aura de combustible, à mon avis, sur ce sujet. Nous verrons précisément, c'est mon avis, dans 15 jours sur les antennes de RFI, sur celle de TV5 à la lecture du Monde, si on aura ainsi privé de carburant le Front National en France. Pas dans les 15 jours. Non, c'est les élections départementales sont dans 15 jours. On aura évidemment peut-être un premier regard. Merci d'avoir été avec nous, Hubert Védrine. Je rappelle le titre de votre livre La France au défi. Merci pour ce tour du monde, l'actualité
Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 et dans les colonnes du Monde également. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.